que nous, on est la fête des semences est commencée depuis mercredi, donc il y a des visages des fois qu'on revoit d'une journée à l'autre, puis ça fait du bien, en fait. Bonsoir. Parfait. Alors, la fête des semences, c'est... Ah oui, je vais me présenter. Mon nom est Julie. Je serai votre animatrice pour cette soirée. On va être en bonne compagnie, vous allez voir. On a Dan Brisebois de la ferme coopérative Tournesol qui va nous faire une magnifique conférence intitulée Au-delà du catalogue, comment et pourquoi nous choisissons nos semences. Alors, la fête des semences, comme je vous ai dit, là on est en 100% virtuel, mais on a toujours le même objectif, c'est de promouvoir les semenciers et semencières du Québec. Puis, c'est aussi une occasion de rencontrer des fournisseurs de produits et services horticoles. Alors, ça se poursuit la programmation demain aussi toute la journée. On a 3 foires aux questions, puis un autre événement en soirée qui est la table ronde de fermeture. On va placer dans le chat le lien vers le reste du calendrier là, pour que vous puissiez avoir les liens Zoom pour ces événements-là. Donc, sans plus tarder, on va saluer notre invité de ce soir. Bonsoir, Daniel, ça va bien? Ça va très bien. Excellent, merci d'être avec nous. Je te laisse la parole si tu veux te présenter un peu, puis nous raconter un peu c'est quoi ton histoire. Super. Ben, je vais partager mon écran, puis je vais présenter à mesure que je fais ma présentation. Parfait. Alors, je suis Daniel Brisebois de la ferme coopérative Tournesol. Puis ce soir, ce que j'ai décidé de faire, je vais vous raconter l'histoire de notre collection de semences. Puis je vais raconter un peu, c'est comment est-ce que... Alors, nous autres, on a quelques centaines de variétés sur notre site web présentement. Puis je voulais raconter un peu comment on est venu à choisir ces variétés-là, puis d'où ils viennent. Alors, je vais aller à travers une quinzaine de variétés, puis expliquer un peu d'où ils viennent. Puis on va commencer un peu quand j'étais plus jeune, dans 2000 et 2004. J'ai travaillé sur des fermes pendant 5 ans avant qu'on ait démarré la ferme Tournesol. C'est là que j'ai appris à conserver des semences. Puis c'était en partie, j'étais inspiré par d'autres stagiaires sur des fermes qui aimaient faire ça. Puis j'ai attrapé ce désir-là. J'ai commencé à conserver des semences. Alors, le début de ma collection, c'était des semences que j'ai apportées à Tournesol. C'était des semences que j'avais avant qu'on lance la ferme. Puis la toute première semence que j'ai jamais conservée, c'était une semence de tabac. J'avais travaillé sur une ferme dans le sud de l'Ontario et on vendait des petits semis, des plants au printemps, au marché public. Et on vendait des plants de tabac puis beaucoup d'autres types de plants, des plants de tomates, poivrons. Et les plants qui n'étaient pas vendus à la fin de la saison ou à la fin de la saison du printemps, on les a plantés et ils ont monté en fleurs. Et c'est intéressant à voir. Je n'avais jamais vu pousser du tabac. Mais je suis allé revisiter durant l'hiver, puis ces mêmes plants-là, il y avait des petits fruits séchés dessus, puis j'ai regardé dedans, puis il y avait des semences. Puis c'est la première fois que j'ai conservé des semences. Et cette variété-là est encore dans notre catalogue. Et alors, ça me rappelle toujours un peu du début de ce voyage avec moi. Alors ça, c'était la première variété. Par la suite, j'ai travaillé sur une autre ferme dans l'ouest de l'île de Montréal, à Saint-Anne-de-Bellevue, la ferme du Fort Senneville, qui n'est plus en existence, mais j'ai travaillé là pendant quelques années et on cultivait sur une ferme maraîchère, puis on avait une production de roquettes pour vendre comme des verdurettes. Et il y avait une des premières plantations que ça se peut qu'on ne l'a même pas récoltée. Alors ça, ce n'est pas une photo de la récolte dans le temps, c'est la récolte présentement à notre ferme. Mais les fleurs, la roquette est montée en fleurs et on ne l'a pas incorporée en temps. On l'a laissée dans le champ, pas nécessairement par désir, mais plutôt par accident. Et ce que j'ai remarqué tout à coup, c'est que les plants étaient couverts de gousses brunes et je les ai regardés à l'intérieur, puis il y avait des semences. Alors, j'ai pris une centaine de plants, je les ai mis dans des sacs, puis j'ai mis dans un entrepôt sur la ferme. Et à l'automne, j'ai pris ces plants-là, puis je les ai nettoyés, puis j'ai récolté
je pense, 2, 3 livres de semences et j'étais très impressionné parce que c'était pas quelque chose qui était intentionné, mais j'avais tout à coup découvert ou j'avais récolté quelque chose que et c'était important pour la production à notre ferme ou à la ferme où je travaillais. Et j'en ai donné beaucoup d'amis. On en a replanté l'année d'après. Puis quand on a commencé la ferme tournesol, c'est cette requête-là qu'on a utilisée pour notre propre production. Et même maintenant, presque 20 ans plus tard, on utilise encore des semences issues de ces semences-là, soit produites par nous ou par un des fermes qui travaille avec nous pour produire la semence. Alors, c'est des variétés qui viennent d'avant tournesol. Euh, Voici une photo de la requête. Puis, à gauche, il y a un nigel. Puis ça, c'est la dernière ferme où j'ai travaillé, dans le sud de l'Ontario encore, où je travaillais avec des chevaux de trait. Ça, c'était un fleur, un Love in the Mist, un nigel qui était dans le jardin de fleurs coupées. Puis j'ai conservé les semences. Puis ça encore, on l'utilise encore sur notre ferme dans nos bouquets de fleurs. Alors, c'est toutes des semences qui sont dans notre catalogue, avec qui j'ai un lien personnel, que ça fait partie de mon histoire en devenant un maraîcher. Alors ça, c'est le premier vague de plants dans le catalogue. Par la suite, alors nous autres, je vais parler des variétés qu'on utilise à la ferme Tournesol. Alors moi, je fais partie de la ferme coopérative Tournesol. Et on a commencé à l'automne 2004. Puis il y avait 5 de nous qui se sont rencontrés à l'université. On était des bons amis. On a démarré la ferme ensemble comme coop de travailleurs. Et avec le temps, ça a grandi. Alors maintenant, on a 7 membres de notre coop. Alors 2 employés qui avec nous depuis un bout sont devenus membres. Et aussi, on a peut-être une dizaine, on est 20 employés au total, incluant les membres du coop. Alors, c'est grandi beaucoup la ferme. Moi, je suis à gauche. Et on est situé au Cèdre, à l'ouest de Montréal. Peut-être 45 minutes s'il n'y a pas de trafic, mais ça dépend vraiment quand tu vas conduire pour venir chez nous. Et on est surtout des maraîchers. On vend, en fait, je dis surtout, au début, on était surtout des maraîchers. On a commencé avec des paniers biologiques, on faisait des marchés publics. À ce point-ci, on fait 500 paniers bio par semaine. On vend plus à des marchés publics. Par contre, présentement, on vend plus de semences qu'on vend de légumes. Alors, notre entreprise de semences est plus grande que notre entreprise de semences. Et étant des maraîchers, on cultive toutes sortes de légumes. Alors, on voit ces légumes-là, puis on peut voir quelles sont bonnes pour partager à travers notre compagnie de semences. Et comme maraîcher, on utilise toutes sortes de semences. Puis il y a des semences hybrides et des semences de pollinisation libre. Puis les semences de pollinisation libre, c'est des semences que si tu les laisses croiser, tu vas avoir la même chose l'année d'après. Alors, c'est facile à conserver. Les semences hybrides, c'est des croisés en 2 lignées et alors, on ne peut pas les conserver. Alors, parmi les variétés à pollinisation libre qui étaient propices bonnes pour des jardiniers et des jardinières, on a fait des sélections pour offrir nous autres aussi dans notre catalogue. Alors, comme on a un Cayenne, Red Rocket, qui est un Cayenne très qui produit beaucoup, qui est hâtif. Et c'est le Cayenne qu'on utilise pour mettre dans nos paniers puis à vendre. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on offre aussi à travers notre catalogue de semences. Il y a un chou chinois, le Tokyo Becana, que nous autres, on offre pour notre ASC comme petit verdurette pour mettre dans des salades, mais qui fait un très beau légume. Alors, comme un chou, mais sans une tête au centre. Ou du rapini et des cerises de terre. Puis en fait, dans le temps, on les offrait dans notre panier, mais là, on ne les offre plus dans le panier, mais on continue à les offrir. Alors ça, c'est des variétés que, à force de les voir dans le champ, on savait quelle variété était bon pour notre climat au Québec, parce qu'on a un climat spécifique comparé à d'autres places, qui avait un bon goût et qui était bon pour des potagers. Parce que parfois, comme maraîcher, on a des variétés qui
on doit compromettre sur le goût ou sur certaines choses parce que, comme certaines tomates sont trop, la pelure est trop tendre, le pot est trop tendre, alors on ne pourrait pas l'amener au marché public facilement. Il faut le manger presque tout de suite. Alors, ce n'est pas une bonne variété pour un maraîcher. Alors, on cherche des tomates qui sont un peu plus coriaces, ils goûtent bon, mais ne sont pas aussi bons que les variétés qu'on pourrait cultiver chez nous. Mais il y a d'autres variétés qui réussissent très bien dans la production maraîchère que dans un potager. Alors ça, c'est une autre sélection de semences ou de variétés qu'on offre. Alors, ça, je vais montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air sur notre ferme avec... Alors ça, c'est le chou frisé kale, la variété Weitz. Ça, c'est la variété qu'on utilise dans nos bottes pour notre ASC. Alors, ça, c'est notre serre. Présentement, il y a peut-être un peu plus de neige, là, mais ça a l'air de même. Puis à l'intérieur, si tu vas à l'intérieur, il y a des bâches flottantes qui vont garder un peu de chaleur. Et sous les bâches flottantes, il y a des plants de kale. Alors ça, c'est du kale qui a été planté à l'automne, au mois de août, septembre, et qui aurait été récolté quelques fois durant l'automne pour mettre dans les paniers de légumes. Et on les laisse dans la serre par la suite, puis ils vont hiverner. Et au printemps, ils vont commencer à s'étioler, ils vont faire des bourgeons. Puis en fait, tu peux manger ces bourgeons-là. Alors, si vous avez un arrière-cour avec des plants de kale, puis s'il y a assez de neige pour bien les isoler, parce que s'il n'y a pas de neige, parfois ils vont mourir en hiver, mais s'il y a de la neige pour les isoler, souvent ils vont survivre. Puis si vous voyez ces bourgeons-là apparaître, sont délicieux. Il faut les manger assez vite, là. Tu ne veux pas qu'ils deviennent trop fibreux, mais quand ils sont jeunes, ils sont délicieux. Puis si tu ne les manges pas, ils vont monter en fleurs, puis il va y avoir toutes sortes de pollinisateurs, puis ça produit des semences. Alors, c'est comme ça qu'on peut incorporer la production de légumes pour nos paniers et aussi la production de semences pour nos jardiniers, nos jardinières. Et puis c'est vraiment comme ça, c'est dans un serre. Alors, on a ces fleurs-là assez tôt dans la saison, peut-être fin mai, début juin, avant qu'il y ait beaucoup d'autres fleurs dans le champ. Puis c'est vraiment plaisant de voir, de sentir toute l'odeur des fleurs et de voir tous les pollinisateurs qui butinent dans les fleurs. Ils sont remplis de mouches, d'abeilles, de toutes sortes d'insectes. Alors, il y a aussi un aspect d'écologie qui rentre dans ça, du fait d'avoir des cultures en fleurs sur la ferme. Alors, ça, c'est des fleurs, ça, c'est les plants qu'on a amenés à notre catalogue de semences, un peu juste du fait qu'on conservait des semences soi-même ou à travers la ferme. Par la suite, on recherche toujours des nouvelles variétés pour mettre dans les catalogues, pour vous offrir. Et une des choses que je cherche tout le temps, c'est des légumes bizarres et méconnus. Puis moi, je suis quelqu'un que si je vois quelque chose dans une... Puis peut-être s'il y en a parmi vous qui sont de même aussi, moi, je regarde beaucoup de catalogues de semences, puis quand je vois quelque chose que je n'ai jamais vu ou jamais cultivé, je vais le commander tout de suite, puis je veux l'essayer. Puis parfois, ce n'est pas un succès, soit parce que je ne sais pas ce que je fais, ou c'est peut-être pas super comestible, super délicieux, ou ça ne réussit pas bien dans notre climat. Mais parfois, on a des bons succès. Alors ça, c'est des noix de chufa. Ça, c'est quelque chose que j'ai reçu à travers le catalogue de semences de patrimoine du Canada. Puis, c'est aussi appelé le souchet comestible, mais c'est des petits tubercules qui poussent sous la terre, puis ils goûtent un peu comme des amandes. Et puis, en fait, ces semences qu'on a eues, ils viennent comme alors, j'ai reçu de quelqu'un qui les a reçus de quelqu'un d'autre qui les cultive dans sa famille depuis 1935. Alors, ça, c'est une variété patrimoniale, malgré que ce n'est pas une variété, ce n'est pas un légume très courant dans notre alimentation. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a essayé, puis c'était vraiment excitant. Puis tu peux récolter de 30 à 60 petits noix tubercules sur un plant. Puis ça pousse très bien, chez nous.
Puis, en fait, ça, c'est juste, je voudrais avertir, si vous en cherchez chez nous, on va juste l'avoir disponible en avril parce qu'il ne tolère pas le gel alors, à l'envoi. Alors, envoyez-moi pas des courriels que vous êtes un peu fâchés que vous ne le trouvez pas tout de suite, mais on va l'avoir plus tard. Ça, c'est un autre légume que j'étais très, très curieux quand j'ai trouvé dans des catalogues. Puis moi, je l'ai découvert sous le nom de melon souris ou mouse melon en anglais, parce que ça a l'air comme des petits melons d'eau qu'un souris pourrait manger. Mais ça goûte plutôt comme un cocombre. Il y a plusieurs semences dedans, mais ça goûte comme un cocombre. Alors, tu peux le mettre dans tu peux faire des cornichons avec ou tu peux les manger de même. C'est devenu un peu plus populaire je pense que on était parmi les premiers à en avoir au Québec. Maintenant, c'est plus commun, puis le monde appelle souvent des comelons, mais c'est quelque chose qui est très facile à produire. Puis c'était très amusant à découvrir, puis les enfants adorent voir ça. Alors ça, c'est une autre découverte qu'on a faite. Et quelque chose qui m'a vraiment excité, c'est quand j'avais vu ceci, je pense que c'est dans le catalogue de Baker's Creek aux États. Alors, on trouve des semences de toutes sortes de manières. Parfois, c'est du monde qui nous les donne. Parfois, on les achète d'autres semenciers ou de monde qui les ont développés. Ça, c'est une variété que j'avais vue, puis j'étais très curieux à voir ça. Qui ne voudrait pas cultiver ça? Puis, alors, on l'a produite. Puis, souvent, des plants qui ont l'air tropical, ils ne réussissent pas super bien. On n'a pas un climat qui pourrait être dit tropical ici, vous le savez. Mais c'était incroyable la quantité de fruits qu'on avait par plant, de 6 à 10, même plus de fruits. On en produisait, on en récoltait des centaines et des centaines des plants qu'on avait. Alors, c'était quelque chose qui était très, très... il réussissait très bien dans le climat. Par contre, c'est quelque chose que quand tu le plantes, au début, il n'y a pas beaucoup de fleurs, tu penses que tu ne vas rien avoir et tout à coup, il y en a beaucoup. Et nous autres, on est dans un 5A. Alors, ça se peut que dans un 4A ou dans un zone 3, il va y avoir un peu moins de succès, mais dans un 5A, on réussit à en avoir beaucoup. Puis, c'est quelque chose qui est très intéressant à l'air, puis à l'allure. Et en fait, dans les films de Star Wars ou de Star Trek, ils vont utiliser ce fruit-là pour représenter des fruits qui viennent de d'autres planètes. Alors, c'est quelque chose que tu peux avoir un légume ou un fruit de extraterrestre chez vous. La seule chose, c'est qu'il y a des semences assez grosses dedans. Alors, ce n'est pas quelque chose que tu peux manger comme un cornichon, comme un cocombre. Puis je dirais, c'est peut-être pas super vendeur, mais comme je trouve ça délicieux au goût, mais c'est du travail à manger. Mais c'est vraiment, c'est quelque chose qui était très intéressant à essayer. Et comme tu peux voir, il y a beaucoup de semences dans les fruits, alors c'est facile pour nous autres d'en reproduire puis pouvoir partager. Alors ça, c'est des légumes sur le côté plutôt bizarre. Puis en fait, le melon Kiwano, ça vient de la Nouvelle-Zélande, initialement, je crois. Ou est-ce que ça vient de l'Afrique, puis c'est devenu populaire en Nouvelle-Zélande? Alors, un autre légume qui est peut-être moins connu ici, mais très connu dans d'autres parties du monde, c'est le pourpier. Puis en fait, ça se peut que vous voyez déjà un pourpier avec des tiges rouges dans votre jardin. Puis vous pourriez manger ce pourpier-là. Puis ça, c'est un légume qui est... moi, j'ai découvert parce que le monde en parlait qu'il y a beaucoup de gras. Je pense que c'est des oméga 3 dedans. Mais c'est très bon en salade et c'est très bon aussi cuit, surtout avec des patates. Puis c'est quelque chose qu'on a découvert. J'avais déjà mangé les mauvaises herbes, mais on avait essayé quelques variétés. Puis de couper les petits fleurs, pas les fleurs, mais les bouts des tiges, puis les mettre dans des salades, dans un salade de laitue, de roquette, puis ajouter des petits bouts de tiges, c'est délicieux. Alors ça, c'est un légume courant de d'autres cuisines, mais qu'on a découvert. Et un autre légume, disons,
bizarre pour le Québec, mais très couramment mangé en Amérique du Sud. Peut-être pas un légume, c'est presque un céréal. Ce serait le quinoa. Ça peut être produit chez nous. C'est un peu de travail à la récolter puis à la nettoyer jusqu'à ce stade où c'est propre pour manger. Mais c'est un plant qui est vraiment beau. Ça a l'air un peu comme la mauvaise herbe, le chou gras, sauf que quand les fleurs arrivent, il y a toutes sortes de couleurs qui apparaissent. Alors ça, c'est une autre culture que j'étais très curieux de cultiver chez nous. Puis la première fois qu'on a cultivé, j'étais surpris à quel point que les petites plantules avaient l'air comme des mauvaises herbes. Et certains de nos employés en ont désherbé par accident. Mais avec le temps, on a réussi à prévenir ça un peu plus pour éviter ces problèmes-là. Mais il y en a beaucoup, beaucoup de variétés. Alors, ce qu'on a fait, on a essayé une vingtaine de variétés et on a gardé celles qui réussissaient bien au Québec parce qu'il faut que la saison soit assez hâtive ou la variété, il faut qu'il mûre dans une période assez vite et qui peut tolérer aussi notre été qui peut être assez humide. Et alors, on a choisi quelques variétés qui réussissaient bien, puis on les a laissées commencer à se polliniser. Alors, présentement, on a une variété qui est un peu mélangée. Alors, il y a plusieurs différentes couleurs, mais c'est un croisement de différentes variétés qui ont réussi au Québec. Alors, ça, c'est la deuxième. Comme ça, c'est une manière qu'on cherche des légumes. C'est juste d'aller voir ce qui est pas connu vraiment au Québec ou ce qui est juste l'air étrange. Puis on essaie des choses. Puis si ça réussit bien, alors ça réussit bien, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que ça goûte bon. Puis on pense que le monde va aimer manger ça. Si ça pousse bien, c'est quelque chose qui peut réussir au Québec. Et aussi que ça produit des semences au Québec. Parce que si ça ne produit pas de semences ou presque pas de semences, c'est difficile comme semencier ou semencière d'offrir ça à nos clients. Alors, ça, c'est une type de semence qu'on offre. Il y a un autre type, c'est juste mes légumes préférés. Puis tu vas voir quand tu regardes les différents semenciers et semencières qui participent au fait des semences, que plusieurs ont des légumes similaires. Peut-être que tout le monde a la roquette. Il y a certains haricots que tu vas voir dans plusieurs catalogues. Mais chaque semencier ou semencière, ils ont ce qu'ils adorent. Il y a du monde qui ont 300, 400 tomates, comme Greta, les Greta's Organic Gardens. Quand tu vas acheter chez elle, il y a des centaines de tomates. Alors, c'est quelque chose qu'elle aime. Nous autres, on a une diversité de tomates, mais pas autant qu'elle. Mais il y a des choses qu'on aime beaucoup. Et surtout, pendant longtemps, c'est moi qui dirigeais la direction de la compagnie de semences, qu'on était moins de personnes. À ce point, on est plus de personnes à gérer ça, mais beaucoup du catalogue, c'est un peu influencé par mes goûts. Alors, il y a ce que moi, j'adore manger, entre autres l'ail. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas disponible à ce temps de l'année, c'est vraiment dans le mois d'août. Mais on a l'ail musique, les gros cailleux blancs, mais on a une dizaine de sortes d'ail avec différents goûts parce que c'est une culture que j'adore. J'adore autant le cultiver que le manger, que cuisiner avec, que juste le toucher. Alors, ça, c'est quelque chose que je cherche toujours. En fait, je cherche moins maintenant. Il y avait un temps où je cherchais plus. Là, on a une collection. Je suis content. Je n'ai pas assez d'espace pour faire plus de d'ail. Les piments forts. Puis, il y a beaucoup de piments forts de toute force. Alors, moi, j'aime manger très piquant. Et alors, on a essayé beaucoup, beaucoup de variétés. Et présentement, on a peut-être une dizaine dans notre catalogue. L'année passée, récemment, on a épuisé certains de nos stocks. Là, on est en train de rebâtir nos stocks. Mais on a une bonne collection de piments forts parce que j'adore manger ça. Puis j'aime essayer beaucoup de variétés pour voir les différentes formes. Comme tu peux voir ici dans la photo, il y a toutes sortes de formes. Mais ça, ce n'est pas toute la diversité qui existe. Puis, il y en a qui réussissent très, très bien au Québec, qui sont hâtives. Puis, on a de tout goût. Un de mes préférés, c'est le Lemon Drop, il est assez piquant, un peu comparable à un cayenne, mais qui a un goût citronné, comme le lemon dans le nom. Et il en produit beaucoup, beaucoup. C'est un peu tardif, mais
quand les fruits rentrent, il y en a beaucoup, mais ça réussit au Québec, définitivement en zone 5. Alors ça, c'est chaque fois que je découvre un nouveau piment que j'adore, je veux juste en parler, puis peut-être, je veux en parler beaucoup, peut-être que c'est pas tout le monde qui a besoin d'autant de piments, mais c'est quelque chose qui est facile pour moi d'adorer, alors puis d'ajouter au catalogue. Quelque chose aussi que j'adore, c'est les verdurettes qui ont un goût amer. Et ça, c'est quelque chose que, surtout comme les radicchios, les chicorées, puis il y en a beaucoup. Puis on en a beaucoup essayé. Dans notre catalogue, il y en a juste un présentement. Puis ça, c'est quelque chose que les variétés qui sont sur le marché ne sont pas toutes bien adaptées à notre climat. Alors, on procède, on est en train de les adapter à notre climat. Alors, ça veut dire qu'on va cultiver 100 ou 200 plants, puis on va voir quels qui forment des têtes dans notre climat. Puis là, on va choisir les meilleures têtes. On va garder des semences de ces plants-là. On va détruire les autres ou manger les autres. Puis, l'année d'après, on va les replanter, puis on va resélectionner. Puis, sur plusieurs années, on commence à avoir des variétés plus adaptées à notre climat. Et un des défis avec les chicorées, c'est des bisannuels, qui veut dire qu'on les commence au mois de juin, on va les planter dans la serre, comme plantule ou comme semence. On les replante, les plants, dans le champ mi-juillet. À l'automne, on va soit les couvrir ou les rentrer à l'intérieur, puis on va les replanter au printemps, puis on va avoir la semence en août. Puis là, on va récolter la semence, puis on va le revoir l'année d'après. Alors, ça nous prend 2 ans pour avoir la semence des chicorées, ce qui veut dire que ce processus de sélection, quand même, ça prend beaucoup de temps. Mais éventuellement, on va avoir plusieurs chicorées sur notre catalogue. Puis celle qu'on a présentement, c'est un Treviso. Comme le radicchio, souvent on pense au radicchio rouge, mais le Treviso, c'est un des allongés. Puis en fait, c'est celle dans le deuxième rang, le deuxième à droite, le deuxième rang à droite qui est celle qu'on offre. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore, puis j'aime être sur une ferme où on peut essayer beaucoup de différents radicchios pour en manger. Puis une autre culture, c'est la scarole, qui est c'est similaire au chicorée, un peu moins amer. Puis ça, on en essaie plusieurs. Puis la corale, c'est celle qu'on aime beaucoup, et ça fait des gros têtes. Et c'est surtout un légume pour manger à l'automne, à une période où les gels peuvent vraiment abîmer des laitues, les scaroles, puis les radicchios aussi vont vraiment survivre. Alors ça, c'est comme moi, j'adore le printemps quand on a toutes sortes de diversité de laitues, puis tu peux manger des légumes frais. J'adore ça, mais ce que j'aime le plus, c'est l'automne, quand on peut manger des salades à base de scaroles et de radicchio. Puis je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Moi, j'aime des goûts forts, mais c'est vraiment les meilleures salades de l'année pour moi. Alors, c'est quelque chose que je suis toujours content quand la saison finit. Malgré que je suis un peu épuisé après la saison, mais c'est quelque chose que je célèbre quand on arrive à ces légumes-là. Alors, ça, c'est quelque chose que, comme en partie, en fait, on a démarré la combien de semences parce que j'étais passionné des semences, puis j'aimais garder ça, mais c'est aussi quelque chose commun parmi tous mes coopérants à la ferme Tournesol, c'est qu'on aime bien manger, on aime découvrir des choses, puis c'est ces intérêts-là qui poussent à élargir notre catalogue. Alors, on cherche aussi des nouvelles choses parmi des choses qui sont communes. Alors, il y a toutes sortes de tomates. Et on a choisi de ne pas être une compagnie de semences qui offre 200 variétés de tomates. C'est un peu trop à gérer et je ne suis pas assez fou de tomates pour ça. Mais on cherche toujours des tomates. On cherche toujours ce qu'on pense sont les meilleures tomates. Alors, on fait des essais régulièrement. Puis pour faire un essai, ce qu'on fait, c'est on plante juste on plante 2 de chaque tomate qu'on veut essayer. Puis on va planter certaines tomates qu'on connaît très, très bien, mais on va comme souvent, parfois on va faire un essai juste de tomates rouges. Puis on va planter tous nos tomates rouges
et on va commander des tomates rouges de toutes sortes de compagnies. On va chercher à travers de Semences du patrimoine Canada, puis Seed Savers Exchange aux États. On va chercher ça en place, puis on va les essayer. Puis ce qu'on fait, on va les tutorer, on va les mettre des treillis, mais on les ignore un peu, autre que désherber. Et vers le mi-début août, on va regarder qu'est-ce qui est là. Puis on attend qu'il commence à avoir beaucoup de fruits. Puis là, on va peut-être vers la 3e semaine d'août, on va aller faire une récolte de tomates. Puis là, on peut voir quelles variétés ils ont un bon rendement. Certaines variétés, à ce point-là, on peut remplir de deux plants, on peut remplir comme 2 seaux comme disons, 20 litres de tomates à partir de 2 plants d'une récolte. Et d'autres variétés nous offrent 2 fruits. Alors, déjà, on peut voir quelles qui sont hâtives et qui ont un grand rendement. Parce que comme nous autres, on est dans 5 cas, puis on sait qu'on est dans un parti un peu plus chaud au Québec. Alors, si ça ne réussit pas très bien chez nous, ça ne va pas réussir chez la majorité de nos clients. Alors, on cherche toujours le rendement et l'activité dès le début. Et alors, on va faire une première récolte à ce stade-là pour voir ça. Puis, on va récolter de nouveau après 2 semaines, 3 semaines plus tard. On va juste laisser les plants. Alors, il va y avoir des fruits qui vont pourrir dessus, mais on a beaucoup d'autres choses à faire. Mais après 2-3 semaines, on va les retourner, puis on va récolter encore, puis voir que c'est encore une bonne quantité, parce qu'on veut des tomates qui vont produire pendant quelques semaines aussi. Alors ça, c'est un critère. Mais l'autre, on va chercher aussi, on va faire des tests de goût, parce que tu peux avoir un bon rendement, mais si ça ne coûte pas bien, tu ne veux pas le manger, puis on ne veut pas le vendre à quelqu'un si on ne l'adore pas. Alors, ça, je vais introduire quelques tomates qu'on a découvertes à travers de ça. Et alors, il y a une tomate cerise, la Galina, que c'était épouvantable la quantité de fruits qu'il y avait sur le tomate. Puis, c'était quelque chose que... Alors, quand on fait nos essais de tomates, souvent, on va le faire sur plusieurs années. On va faire un essai, puis certaines, ils vont perdre tout de suite. Comme s'il y a quelque chose qui a un fruit sur le plan, puis qu'il ne goûte pas bon, il ne va pas retourner dans un autre essai. Mais les gagnants, on va les réessayer quelques années de suite avant de commencer à les offrir parce que parfois, tu as une bonne année, puis d'autres années sont moyennes. Puis on veut voir des variétés qui réussissent à chaque année. Puis ce qu'on a vu avec le Galina, c'était une variété qui a... Puis en fait, la raison que j'ai même choisi le Galina au début, j'étais chez Greta, la semencière, puis elle m'a fait essayer des variétés, puis ça, c'est une des variétés que j'aimais le plus de parmi ce qu'elle avait. En fait, je pense que je mélange 2 histoires là. Je ne suis pas certain si c'est cette variété-là maintenant, mais je sais que c'est une variété que j'ai beaucoup aimée la première fois que j'ai essayé. Puis on l'a cultivée, puis il y avait un très bon rendement. Puis ce que j'ai vu avec cette variété-là, certaines années, disons sur 10, certaines années, c'est comme un 7 sur 10 au goût, et certaines années, c'est un 10 sur 10. Je n'ai jamais un tomate qui ne goûte pas bon. C'est toujours une tomate qui goûte au moins bon, mais parfois, c'est la meilleure tomate qu'on va avoir dans le jardin. Puis c'est une tomate qui résiste très bien à craquer, puis qu'il s'entrepose très, très bien sur le comptoir après la récolte. Puis je pense même avec l'entreposage, il goûte un peu mieux aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, c'est une tomate que j'étais très excité. Puis c'est notre tomate cerise jaune de base maintenant. Ça, en fait, ce n'est pas une tomate cerise malgré que c'est écrit dans le titre. C'est une tomate de taille normale. Puis ça, c'est une tomate que le goût est bon, mais je dois admettre que moi, je n'adore pas les tomates jaunes. Alors, je pense pour un tomate jaune, il goûte très bon, mais les tomates jaunes, souvent, sont un peu plus sur le côté fade. Alors, puis le monde qui adore le tomate, il ne cherche pas quelque chose de tomate jaune, souvent, il ne cherche pas quelque chose, un goût très, très intense de tomate. Mais comme tomate jaune, il goûte très bon. Mais ce qui était incroyable, c'est le rendement sur ces plants-là. Il était hâtif et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Alors, ça, combiné avec le fait que c'était un tomate jaune qui avait un bon goût, malgré pas mon préféré que je dis encore,
tout de suite, on voulait l'offrir. Puis on l'a essayé quelques années. Puis la première fois qu'on a essayé de conserver la semence, on a eu vraiment une année problématique. On a manqué notre coup. Mais par la suite, là, on réussit. Puis on est très content de l'avoir. Puis ça, c'est une autre tomate que moi, j'ai découvert dans le passé à cause de la forme. Je trouvais que ça très intéressant à voir. Puis, mais on pensait que c'est pas ce qui est le plus vendeur comme image. Puis on considérait même plus l'avoir dans notre catalogue. Par contre, quand on a fait notre test de goût, c'était parmi les tomates les plus goûteux qu'on avait. Alors, avec ça, on a choisi de garder. C'est comme si une tomate c'est plusieurs petites tomates cerises qui sont fusionnées ensemble. Et je pense qu'ils appellent ça aussi des tomates voyageurs parce que si tu voyages avec, tu peux prendre des petits morceaux sans couper, puis avoir une blessure parce que c'est comme des petites tomates cerises ensemble. Alors, c'est quelque chose que c'est le goût c'est vraiment, il y avait le rendement, mais ce n'est pas ce qui est le plus vendeur l'image, mais c'est le rendement puis le goût qui a fait qu'on l'a gardé malgré que ce n'était pas ce qui était le plus populaire à cause de l'apparence. Alors, ça, c'est des essais de tomates qu'on a fait pour essayer de nouvelles variétés. Même chose avec des laitues, on essaie des laitues tout le temps aussi. Puis avec des laitues, ce qu'on fait, comme tu peux voir, il y a des piquets ici, et entre chaque piquet, on a 6 plants. On plante 6 plants de laitue. Et à chaque quelques années, on va essayer toutes sortes de laitues. Puis on va planter les laitues qu'on aime déjà pour comparer. Puis on va planter beaucoup d'autres laitues. Et avec les laitues, c'est certain qu'on va chercher le goût en bout de ligne. Si ça ne goûte pas bon, on ne va pas vouloir l'offrir. Mais on cherche aussi la résistance aux maladies. C'est dans des étés pluvieux, c'est très facile pour les laitues d'avoir toutes sortes de maladies puis de fondre et on ne veut pas ça. Alors, ça, c'est la première chose. On cherche des laitues qui vont réussir à résister les maladies puis produire quelque chose qui est beau et qui a une tête assez, pas nécessairement dense, là, mais intéressant. Alors, ça, c'est la première chose. Là, on va les goûter pour voir s'ils sont bons. Puis par la suite, on va les laisser monter en fleurs parce que les laitues, ils ont on appelle un semence nue. Les semences sont juste sur le dessus de la fleur et ils peuvent vraiment être abîmés par les étés humides. Et certaines variétés ne réussissent pas du tout à produire la semence. Alors, nous autres, on cherche des variétés qui produisent un légume qui est délicieux, abondant et qui réussit à produire la semence aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on sélectionne toujours parce que si on ne peut pas produire la semence, on ne peut pas bien produire la semence, ça veut dire que certaines années, on ne va pas l'avoir. Puis c'est difficile d'avoir une culture fiable si elle ne réussit pas. En fait, c'est ça, une culture qui n'est pas fiable si elle ne réussit pas. Alors, on fait beaucoup d'essais de laitue. Puis je vais partager certaines qu'on a beaucoup aimées. Il y a le iceberg rouge, qu'on aime beaucoup. Alors, ça, c'est un laitue iceberg, une tête dense, que les feuilles à l'extérieur sont rouges, malgré les feuilles à l'intérieur sont un peu plus vertes. Ça, c'est quelque chose que nous autres, on fait affaire avec. Alors, on produit des semences, mais avec le temps, c'est rendu que chez nous, on produit peut-être 50% des semences qu'on vend. On a développé un réseau de semenciers et de semencières à travers le Québec et l'Ontario, puis un peu dans le sud des États, surtout à New York, d'autres personnes qui produisent des semences pour nous. Et en fait, on a plusieurs de nos anciens employés qui ont maintenant leur propre compagnie de semences, qui produisent des semences pour nous et d'autres semenciers. Alors ça, c'est une partie de notre réseau. On connaît des semenciers et des semencières à travers le Canada et les États aussi. Puis, cette iceberg rouge-là, ça, c'était une variété que j'ai adorée quand on a cultivé, mais on ne réussit pas à toujours produire la semence. Puis ça, c'est une variété que je voulais avoir dans le catalogue, même si on ne réussissait pas. Alors, en fait, c'est quelqu'un dans l'Oregon qui le produit pour nous. En fait, il produit pour plusieurs personnes, mais c'est de là qu'on va aller chercher cette semence. Il réussit très bien
à produire un beau iceberg au Québec, mais on ne réussit pas à conserver la semence. Alors, ça, c'est quelque chose on a juste quelques laitues de même. La plupart du reste, c'est des choses qu'on peut réussir chez nous. Alors, ça, c'est ma laitue préférée, c'est la sucrine. C'est un croisement entre un laitue Boston et un laitue romaine. C'est quelque chose qu'on avait essayé beaucoup de laitue, puis il y a un goût vraiment on dit de beurre, là, mais c'est un laitue qui fond dans la bouche. C'est un peu plus coriace que beaucoup d'autres Boston à cause de la génétique romaine dedans. Puis, c'est une petite laitue, mais une tête assez dense. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on est issu de nos essais que j'ai adoré. Et la plus récente, ça fait 2 ans maintenant qu'on l'offre, la plus récente découverte, c'est une mini romaine qui s'appelle, en anglais, c'est Jadeite. Je ne sais pas comment je traduirais ça en français, la jadite, mais c'était une petite laitue qui était vraiment, vraiment mignon, un petit romaine, puis aussi qui était délicieux. Alors, ça, c'est quelque chose qui est toujours le fun d'essayer toutes sortes de laitues, puis voir différentes formes, différentes couleurs, différents goûts. Et finalement, il faut qu'on fasse des décisions parce qu'on ne peut pas tout offrir. Alors, c'est vraiment les gagnants, mais c'est fun de tout voir la diversité en faisant ces essais-là. Alors, les variétés qu'on cherche, c'est soit des variétés qui sont étranges et méconnues, des variétés que j'adore parce que c'est mes passions, ou des variétés qu'on sait que des jardinières veulent avoir un peu de diversité, puis qui réussissent très bien au Québec. Alors, on va faire toutes sortes d'essais pour trouver ces variétés-là. Puis l'autre manière qu'on peut avoir des variétés, c'est de développer des nouvelles variétés. Puis ça, c'est quelque chose on est des amateurs dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose qui m'amène beaucoup de plaisir. Alors, je vais vous expliquer certaines variétés qu'on a développées à la ferme Tournesol. Alors, une des variétés, puis ce n'est pas une variété stable, c'est un mélange. Alors, on appelle ça notre verdurette d'hiver. Puis ça, c'est toutes des verdurettes, c'est des crucifères, la famille Brassicaceae rapa. Et c'est du tatsoi, du mizuna, toutes sortes de différentes verdurettes qu'on a laissé monter en fleurs pour avoir un croisement, ce qui veut dire qu'il y a une diversité de formes de feuilles. Il y a des feuilles dentelées, des feuilles plats, des feuilles de toutes sortes de couleurs, surtout comme le vert et le mauve, quand je dis de toutes sortes de couleurs, et avec différentes tiges de différentes couleurs. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on les a semés à l'automne, puis on les protège un peu. Mais au printemps, on garde les plants les plus rustiques pour laisser produire la semence. Alors, on sélectionne pour des verdurettes qui tolèrent bien le froid. Alors, des verdurettes pour l'automne ou le printemps, ou si vous avez des couches froides, c'est des verdurettes vraiment bonnes pour ça. Et j'essaie de garder la diversité au niveau d'apparence, mais en sélectionnant pour cette résistance à notre hiver. Alors, ça, c'est une des variétés. Une autre, c'est un piment fort qu'on appelle le carrot bomb, les bombes carottes. Puis ça c'est venu qu'on avait acheté des semences de carottes, une Bulgarian carrot, pas des semences de carottes, des semences de piment qui fait des carottes bulgares. Et c'est comme un petit cayenne, mais orange. Puis c'est un beau piment fort. Puis quand on l'a planté, il y avait un plant qui avait l'air différent. Puis quand je vois des choses différentes dans le jardin, je garde la semence parce qu'il y a toujours une chance que c'est un croisement qu'il y a eu au hasard. Alors, ça, c'est un croisement qu'il y a eu au hasard chez quelqu'un d'autre dans le passé. Et j'ai gardé la semence, puis je l'ai replantée. Et quand on l'a replanté, il y avait toutes sortes de différents piments forts qui ont apparu. Et on a commencé à sélectionner pour celle en haut à droite, alors celle qui est un peu plus ronde, et parce que je n'avais jamais vu ça dans les catalogues. Et ça fait une dizaine ou une quinzaine d'années qu'on sélectionne ce piment-là. Ça, c'est la génération F3. Alors, c'est sa troisième génération de
de sélection. Et là, c'est quelque chose qui est assez stable, puis ça a l'air de même. Alors, ça, c'est un peu comme les cherry bombs, qui sont des piments forts rouges, mais sont oranges, moyennement piquants. Et on les mélange avec des cherry bombs puis des chocolate bombs pour faire un mélange de piments forts. Alors, ça, c'est quelque chose que je trouve ça vraiment le fun. Puis quand on était maraîcher, enfin, on a encore maraîcher, mais quand on le vendait au marché public, j'aimais beaucoup avoir des petits casseaux de différents piments forts, la même forme, mais de toutes sortes de couleurs. C'est pas pour mettre dans les dîners des enfants, pas comme les petits poivrons doux, là, mais c'est quelque chose qui est vraiment le fun pour les amateurs de piments forts. Une autre variété, c'est le tatsoi arc-en-ciel qu'on avait. Puis ça, c'est issu en fait d'un croisement qu'on a eu par accident. Il y avait deux variétés que je ne pensais pas c'était la même espèce. Puis il y avait une variété de tatsoi, un Yukina Savoie, qui est un type de tatsoi, un peu comme un chou chinois, mais plat. Et il y avait une autre variété qui avait plus de couleurs, couleur mauve. Puis il y a eu un croisement au hasard. Alors, on a commencé à les sélectionner. Puis qu'est-ce que ça a l'air dans le champ? Comme ici, tu peux voir, il y a beaucoup de piquets. Puis chaque piquet, ça correspond à une population de plants. Alors, ça veut dire que soit ils ont tous le même plant mère ou il y a 2-3 plants que j'ai mélangé les semences ensemble. Puis là, on les a semés. Puis on peut aller voir les populations. Alors là, tu peux voir une population à gauche et à droite. Celle à droite, il y avait beaucoup de vert. Alors, celles-là, on va les récolter pour les manger. Celle à gauche, c'est celle qu'on va laisser monter en fleurs parce que c'est ça que moi, je cherchais. Alors, avec le temps, on a une population, c'est des feuilles similaires au tatsoi, mais avec beaucoup de couleurs, des tiges mauves puis des feuilles mauves. Alors, on a appelé ça un tatsoi arc-en-ciel, malgré que ça, c'est vraiment il n'y a pas de bleu ou de jaune dedans, là, mais c'est quand même une diversité de couleurs. Alors, c'est quelque chose qu'on a développé pendant plusieurs années. Et une année, on a commencé à le cultiver à l'hiver. Puis ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont toutes devenu, on les a plantés dans l'hiver dans des serres, un peu comme les photos que j'ai montrées plus tôt de kale. Puis ça, avec le froid, les feuilles ont devenu mauve, mauve, mauve. Puis certains tiges étaient rose, rose, rose. Puis je pense que si j'avais vu ça avant de donner le nom, on n'aurait pas appelé ça un tatsoi arc-en-ciel parce que là, c'est vraiment... J'étais surpris à quel point c'était uniforme. Puis c'était quelque chose de super beau. Alors, ça fait des plants vraiment intéressants à voir. Ils goûtent bon aussi. Voici un autre. Puis le dernier, ça c'est la dernière variété, je crois que je vais introduire aujourd'hui. Ça, c'est la toute nouvelle variété qu'on a développée qui s'appelle, c'est un poivron doux. On l'a appelé le feu rouge parce qu'il est rouge. Je ne sais pas, par la suite, on demande est-ce que feu rouge a l'air trop un nom pour un piment fort? Ça, ce n'est pas fort du tout. Je ne sais pas, peut-être qu'on va changer le nom, mais c'est une variété qu'on développe depuis quelques années. Puis ça, c'était fait en conjonction avec 5 ou 6 fermes en Ontario et l'Université de Cornell aux États-Unis. Alors, l'Université de Cornell a fait un croisement. Ils cherchent alors, il y avait un groupe de producteurs qui cherchaient un poivron à pollinisation libre qui était quand même assez gros, mais hantille. Parce qu'il y en avait qui étaient gros, mais tardifs, puis étaient plus petits et hantifs. Alors, je cherchais quelque chose qui combinait les deux. Alors, l'Université de Cornell a fait un croisement. Pour nous, on croisait deux variétés, la variété Aristote et la variété Ace. Et ils ont donné les semences de base à un groupe de semenciers et semencières. Et là, on a commencé à sélectionner. Alors, il y a eu différents groupes qui ont fait la sélection. Nous autres, on l'a fait à la ferme Tournesol. Il y a un autre groupe qui s'appelle Seedworks en Ontario qui ont fait une sélection aussi parmi 3 fermes ensemble. Et ce que ça a l'air, c'est on a planté 100 plants dans le jardin. Et là, on a regardé pour voir, comme des 100 plants, j'ai cherché les 5 ou 6 plus hâtifs, puis aussi qui avaient l'air beau, puis qui étaient gros et goûtaient bon aussi. Alors, j'ai pris ces semences-là, puis j'ai replanté
peut-être une cinquantaine de plants de chaque un des plants. Puis là, à mesure de faire des sélections, on est rendu avec cette variété-là qui est assez stable, qui est assez entière, puis produit beaucoup de poivrons rouges. Alors, ça n'a pas l'air aussi différent que ce tatsoi-là. Ça a l'air plus comme un poivron rouge, mais c'est quand même une nouvelle variété qui a été sélectionnée. Alors, ça aussi, c'est une manière qu'on réussit à ajouter des variétés dans notre catalogue. Puis en bout de ligne, alors moi, ce que j'adore le plus, c'est la culture, mais en bout de ligne, on récolte les semences, puis on les met dans des sachets. On les met sur notre boutique en ligne. On espère qu'il n'y a pas trop de rupture de stock, de sold out. Et on les met dans des présentoirs à travers des boutiques, à travers le Québec, puis le Canada. Puis certains d'entre vous, vous les mettez dans votre jardin. Alors, c'est vraiment le fun d'avoir cette collection qu'on entretient qui fait partie d'une plus grande communauté. Alors là, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Moi, j'écris beaucoup sur les semences. Par contre, j'écris en anglais. J'ai un blog qui s'appelle Going to Seed. Si ça vous intéresse, tu peux le trouver, c'est goingtoseed.net. En fait, ça dit arrobas, mais ce n'est pas sur Instagram. C'est goingtoseed.net, c'est le site web. Puis tu peux lire sur la production de semences. J'écris aussi sur les feuilles de calcul, des spreadsheets, l'Excel, pour les agriculteurs. Peut-être que ça vous intéresse moins, mais il y a beaucoup d'articles sur les semences. Puis nous autres, notre site web, c'est lafermetournesol.qc.ca. Et sur Instagram, on est Ferme Tournesol. Puis Facebook aussi, vous pouvez nous suivre. Ça nous ferait plaisir de continuer à discuter avec vous autres. Puis, alors, merci beaucoup de m'avoir écouté mon voyage à travers la collection de semences dans Tournesol. Puis, ça me ferait plaisir de répondre à toutes sortes de questions sur n'importe quoi. Et là, je vais rentrer dans le chat pour voir. Il y a beaucoup de messages que je n'ai pas lus. Peut-être. Oui, Dan, je peux t'aider si tu veux pour relayer les questions. C'est super intéressant ta présentation. Puis tu es pile poil. Il est 8 heures. Tu as fait ça vraiment comme un enseignant, là, je trouve. Tu es très, très pédagogue. C'est super clair, bien structuré, avec des belles images. C'est super intéressant. Ça a vraiment passé vite. Je peux te relayer la première question qui était passée, ça fait déjà un petit moment, mais c'est par rapport aux choux kale. C'est Dorothée qui se demandait s'il fallait continuer à les arroser l'hiver, les choux kale que tu avais plantés à l'automne. Nous autres, on ne les arrose pas. On les laisse devenir assez sèches. Ça se peut que tu dois les arroser, mais souvent, ils peuvent survivre sans arrosage durant l'hiver. OK, parfait. Il y avait Sylvie Grondin qui se demandait par rapport à la noix de choufa, ou choufa, je ne sais pas comment on le prononce. Elle se demandait en fait le goût, si c'était aussi envahissant, puis si c'était possible de le cultiver à l'ombre. Alors, ça ne se cultive pas très bien à l'ombre. C'est mieux pour une culture ensoleillée. C'est parenté avec le souchet comestible, qui est une mauvaise herbe très envahissante au Québec. Par contre, le noix de choufa, si c'est vraiment un noix de choufa, n'est pas envahissant au Québec. Alors, le noix de choufa, le souchet comestible produit des fleurs avec des semences, il produit des rhizomes, puis il produit des tubercules. Alors, il y a toutes sortes de manières pour propager, puis il va survivre l'hiver. Alors, en deuxième année, il va être vraiment problématique. Mais le noix de choufa ne produit pas de fleurs dans notre climat, donc pas de semences. Il ne produit pas de rhizomes et les tubercules vont mourir durant l'hiver. Alors, chez nous, ce n'est pas envahissant. Je pense que si vous étiez au sud des États, ce serait une autre histoire, mais chez nous, ce n'est pas envahissant. Mais celle qu'on offre, c'est le noix de choufa. Si vous l'achetez de quelqu'un d'autre, demandez que ce n'est pas juste du souchet comestible commun, parce que ça, ce serait un problème. Mais si c'est vraiment le noix de choufa, il n'y a pas de problème.
Parfait. Il y a Gail qui demandait si on a trop de semences, est-ce qu'on peut les utiliser pour faire des micro-pousses, par exemple, aneth ou brocoli? Oui, tu peux faire pas de problème, tu peux faire des micro-pousses avec. C'est, euh, Au niveau d'être producteur de semences, si on veut vendre des semences, il faut vraiment qu'on les ensage comme dans une condition stérile, presque comme dans une cuisine. Puis il y a certaines maladies possibles qui peuvent se transmettre sur les semences, mais je ne pense pas que tu as besoin d'avoir beaucoup peur de ça, de ta propre production. OK, parfait, merci. Il y a Dorothée qui demande comment savoir quand récolter le quinoa et comment faire. Alors, avec le quinoa, alors c'est bon de planter le quinoa. Alors, tu peux le planter le quinoa à semer direct dans le champ ou tu peux le planter comme à l'intérieur puis le replanter dehors quand c'est après 4-5 semaines. Puis, le truc avec le quinoa, c'est de récolter avant qu'il est prêt. Alors, si tu laisses trop longtemps dans le champ, il y a des bonnes chances qu'il va attraper une maladie, puis que les feuilles, pas les feuilles, mais les fleurs vont comme désintégrer. Mais si tu le récoltes un peu plus tôt, puis c'est quand tu commences à voir des fleurs qui s'ouvrent, puis tu vois le petit grain de quinoa à l'intérieur, quand tu commences à voir ça, tu peux récolter les plants, les amener à l'intérieur, puis les mettre, peut-être les pendre à l'envers ou les mettre plats sur une bâche, puis ils vont continuer à mûrir. Et là, c'est comme ça que tu peux avoir le meilleur récolte de quinoa. Et par la suite, tu attends qu'ils sont vraiment, vraiment desséchés, puis tu pourrais prendre comme un moustiquaire, puis frotter contre ça pour séparer les semences des fleurs, puis là, le mettre en face d'un ventilateur pour vanner tout ce qui n'est pas la semence. Puis quant à la semence, il faut le laver à l'eau parce qu'il y a j'appelle ça des saponins, je crois, qui sont toxiques, puis aussi qui ont un goût très, très amer. Alors, il faut enlever ça avant de le manger. Alors, il faut beaucoup le nettoyer. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez facile à faire. C'est vraiment de le récolter un peu plus tôt que tu penserais qui va rendre ça plus facile. Merci. Il y a une autre question, en fait, c'est comment éloigner les marmottes qui ravagent toutes les salades? Il y a déjà des personnes qui avaient partagé des petites astuces par rapport à des clôtures en métal, puis je ne sais pas si toi, tu as, d'autres astuces. Avoir un chien, ça aide beaucoup, mais je n'ai pas d'astuce pour ça, malheureusement. Nous autres, on est sur une ferme avec, là, on a juste un chien. À une certaine période, il y avait 2 chiens, puis il n'y a pas de marmotte ou de raton laveur ou d'autres animaux qui viennent sur le terrain. Parfait. Puis il y a Catherine qui demande, l'an dernier, elle a vu sur votre site Internet un magnifique radis noir à la chair rose ou mauve que vous aviez développé. Pourquoi ne pas l'avoir gardé? Alors, on a eu une faillite dans la production de semences avec ça. Avec la canicule au printemps, on a eu un problème d'irrigation, puis alors on a récolté à l'automne 2020, on a récolté nos radis, puis au printemps, on a démarré les radis dans la serre, alors ils ont commencé à faire des tiges, puis avec la canicule, ils ont poussé très, très vite, puis quand on les a plantés, il y avait un manque d'eau, puis il y avait un problème d'irrigation, alors on a perdu la culture de radis, alors on n'a pas de semences. Alors, on les a replantés. On avait assez de semences pour nous autres pour redémarrer. Alors, on en a produit à l'automne et on espère avoir beaucoup de semences en décembre, disons, 2022. Alors, à bientôt. C'est ça le défi du métier, il y a des problèmes qui arrivent. On a eu beaucoup de succès, puis on a eu des problèmes de ce radis-là, et on a eu des problèmes de poivrons. Alors, on a beaucoup moins de poivrons que d'habitude cette année. Puis parfois, on peut trouver des remplacements d'autres semenciers, semencières pour nous aider. Mais le défi, quand tu es la seule personne qui a cette variété-là,
c'est que si tu ne l'as pas, tu ne peux pas l'offrir cette année-là. Alors, on va avoir plus de poivrons à l'automne et plus de radis de toutes sortes de couleurs. Il y a Anne Tivierge qui demande quelle est la durée moyenne de conservation des semences? Ça dépend de la variété. Ça dépend vraiment de la variété. En général, la famille des oignons sont bons pour, si c'est une semence que tu produis, sont bons pour 2-3 ans. Quand tu achètes la semence, souvent, c'est bon pour 1 ou 2 ans. Semences de tomates sont souvent bons de 4 à 9 ans. Alors, ça dépend de l'espèce. Ça dépend aussi des conditions d'entreposage. Tu ne veux pas que ça soit humide. C'est bon que c'est une température constante. Puis parfois, ça dépend un peu de l'année de la récolte. Souvent, les poivrons sont bons pour 2-3 ans, mais il y avait une récolte que j'ai faite une année d'un poivron chocolat, en fait. Puis ce poivron-là, j'avais des semences pendant 6 ans. C'était incroyable la durée de vie. Mais ça dépend un peu de chaque variété. Puis un défi quand tu achètes des semences d'un semencier, c'est souvent tu ne sais pas c'est quelle année de production. Nous autres, on teste les taux de germination sur tout ce qu'on vend. Puis je pense que c'est vrai de tous les autres semencières que vous aurez entendus cette fin de semaine. Alors, on sait que la semence qu'on vous vend est bonne pour au moins une année. Mais on ne peut pas garantir au-delà de ça parce que parfois, nous autres, comme on a tant de variétés qu'il faut les produire sur une rotation. Alors, ça se peut qu'il y a des semences qui datent de 2 ans qu'on offre encore maintenant. Puis, c'est difficile de tout inclure ça sur un sachet. Alors, c'est toutes des choses à savoir. Merci. Il y a Pauline qui demande s'il y a un moyen de réduire la mauvaise herbe. Je ne sais pas si vous avez des astuces, des techniques agricoles peut-être à partager. Pour les mauvaises herbes, il y a peut-être deux directions que tu peux aller. Un, c'est de désherber souvent et tôt. Alors, quand tu ne vois pas de mauvaises herbes, c'est le bon temps de désherber. Parce que les semences de mauvaises herbes vont germer dans le sol, comme si tu passes tes doigts à travers le sol, puis tu vois qu'il y a tous tes petits fils blancs. Ces fils blancs-là, c'est des semences de mauvaises herbes qui viennent juste de germer. Alors, si tu veux avoir une bêche, puis tu veux un râteau ou même juste un bâton, puis tu veux juste mélanger un peu la surface du sol régulièrement. Puis si tu fais ça, tu vas vraiment réduire la quantité de mauvaises herbes dans ton jardin. Ça, c'est au niveau de mauvaises herbes d'annuelles. Pour les vivaces, c'est beaucoup plus, c'est pas assez. L'autre chose que tu peux faire, c'est de mettre un paillis ou une bâche pour couvrir le sol, pour détruire la mauvaise herbe, puis laisser là pendant 4, 5, 6 semaines durant le printemps et début de l'été. Puis surtout d'arroser, puis ensuite de le couvrir, et par la suite, tu peux l'ouvrir peut-être 4, 5 semaines plus tard, puis les mauvaises herbes vont être contrôlées. Alors ça, c'est un autre truc que tu pourrais avoir. Parfait. Puis pour l'instant, la dernière question dans le chat, c'est Claire qui demande des trucs en fait pour cultiver les piments. Des trucs pour cultiver les piments? Alors, le premier défi, c'est de démarrer les semences. Alors, soit tu achètes les plants, puis là, tu n'as pas à soucier de démarrer des semences, ou tu achètes des sachets de semences, d'un combiné de semences. Puis, pour démarrer des piments à l'intérieur, puis c'est vrai pour les tomates et autres, si tu n'as pas de lumière additionnelle, comme des fluos, tes plants vont souvent être assez étiolés. Alors ça peut être un défi. C'est pas impossible de produire des beaux plants, mais souvent, d'investir dans des lumières va aider à avoir un meilleur plant. Tu veux planter dehors, une fois que la terre est réchauffée un peu, quand le sol est réchauffé, si tu plantes, puis il fait encore froid, même s'il n'y a pas de gel, si tu plantes, puis le terre est froide,
ça ne va pas pousser aussi vite. Ça se peut que tu planterais un plant, peut-être, disons, le 20 mai, tu plantes un plant, puis tu prends quelque chose 2 semaines plus tard ou 10 jours plus tard, ça se peut que celle de planter 10 jours plus tard va attraper plus vite parce que le terre est plus réchauffé. Alors ça, ce serait une autre chose. Et après ça, autant que la fertilité, les piments, ils réussissent assez bien si tu as la bonne variété. Alors ça, c'est une des raisons pour acheter des semences issues et sélectionnées au Québec. C'est que c'est des variétés qui vont réussir ici. Si tu achètes des variétés d'une compagnie de semences aux États, sur Internet, ça se peut que ce soit des beaux piments, ça se peut que ce soit délicieux, mais ils ne vont pas nécessairement avoir un rendement dans notre climat. Tu peux faire certaines choses pour allonger la saison si tu veux avoir des piments qui sont un peu plus tardifs. Puis c'est vraiment d'éviter le gel. Alors, quand le gel arrive, où tu vois le météo qui va geler, tu pourrais mettre une bâche, une couverture par-dessus le plant, juste pour le protéger. Puis souvent, c'est 1 ou 2 nuits de gel qu'il faut éviter et par la suite, tu peux continuer. Tu peux aussi, à l'automne, déterrer tes plants, puis les mettre dans un pot, puis les amener dans un garage ou dans la maison pour les laisser finir à produire des fruits, puis, ou si tu as beaucoup de fruits verts, pour les laisser mûrir à la fin. Alors ça serait quelques astuces pour les piments. Mais tu as plus de succès si tu choisis des variétés qui sont dites hâtives pour le Québec. Merci. René-Claude, c'est vrai, un peu plus tôt, elle avait demandé ta recette du pourpier et de patates. Alors, moi, je ne le cuisine pas de même, vraiment. Moi, je le mange cru. Je vais le mettre, je vais faire une salade de laitue, peut-être de différents crucifères. Puis là, je vais couper des bouts de tige pour mettre dedans. Et tu ne veux pas trop de tige, c'est plus la feuille que tu veux. Puis tu n'as pas des morceaux trop grands, mais peut-être un 5 à 10 de la salade comme ce serait du pourpier, puis c'est délicieux. Parfait. Bon. Il y a d'autres questions. Je pense, vu que j'ai dit que c'est la dernière, il y a d'autres questions qui se sont rajoutées. Carole qui demande qu'est-ce qu'on peut démarrer en février sans néant. En février, alors, il y a toutes sortes de choses que tu peux démarrer en février, mais c'est important de savoir où tu vas le planter. Alors, si tu vas juste planter dehors, les cultures comme des tomates ou des poivrons, ça serait mieux d'attendre au début avril parce que tu ne veux pas des plants qui sont trop étiolés. Début mars, souvent, c'est comme pour les oignons, poireaux, début mars, c'est une bonne période parce qu'eux aussi, tu ne veux pas que ce soit trop... c'est pas nécessaire que ce soit trop grand pour planter dehors. Alors, en février, moi, il y a beaucoup, peut-être, certaines fines herbes, mais moi, j'attendrais le début mars pour démarrer des plants, sauf si tu as une couche froide ou un serre. Dehors, dépendant de où tu es et dépendant de l'hiver, comme dans la région de Montréal, on peut souvent planter aussitôt que début avril. Ça dépend, mais surtout en ville, c'est un peu plus chaud, comme vous êtes plutôt comme un 6A ou un 6B comparé à nous. Alors, vous pouvez planter souvent un peu plus tôt. Puis là, en avril, vous pouvez planter des radis, des petits pois, des laitues, épinards, du chou-kale, bêta-carde dehors. Alors, tu pourrais commencer du bêta-carde, du chou-kale et des laitues à l'intérieur, peut-être 4 ou 5 semaines avant. Alors, peut-être début mars, tu pourrais commencer ces plants-là pour les replanter dehors début avril. Ça, c'est des cultures qui tolèrent des gels. Ils peuvent tolérer même des -2, -3 parfois. Épinards aussi peut commencer à l'intérieur. Alors, Il y a plusieurs options. Oui, parfait. Il y a Dorothée qui dit, si j'ai bien compris, vous travaillez à l'année longue, même en hiver, c'est ça? Oui, mais comme nous autres, notre période en mars, on commence à travailler dans la serre. En mi-avril, on commence à travailler dans le champ. Alors, on plante, on désherbe, on récolte à l'automne. Et
durant l'été, on commence à en sachet même pour l'hiver. Puis à l'hiver, on distribue on ensage des semences, on vend des semences, on les envoie pour remplir, on remplit les commandes postaux ou les commandes Internet, puis on fait des envois postaux. Euh, Présentement, moi, je fais beaucoup plus de travail sur le site web et je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur. On a rendu assez grand notre équipe. Alors, on a une équipe de 4-5 personnes qui travaillent dans l'entrepôt avec les semences. Puis moi, durant l'hiver, je ne touche pas trop les semences. Moi, c'est vraiment plus l'automne puis l'été que je passe tout le temps physiquement avec les semences. Mais c'est un métier à l'année longue. Puis mais on essaie de travailler moins fort l'hiver pour ne pas se brûler. Alors, c'est plutôt, la plupart de notre équipe travaille 4 jours semaine plutôt que de travailler 5 jours semaine durant l'hiver pour pouvoir faire d'autres choses. Puis c'est un peu plus relax. Durant l'été, l'équipe de légumes, ils commencent à 7h30 du matin. Puis durant l'hiver, certains commencent à 7h30 du matin, mais d'autres commencent à 8h15, 8h30. L'été, on fait toujours certain de prendre au moins 1 heure pour dîner pour pouvoir se reposer. Durant l'hiver, souvent, le monde vont prendre 15 minutes pour dîner ou peut-être 5 minutes pour dîner parce qu'ils veulent finir le plus vite possible pour aller faire d'autres choses avec leur vie. Ou peut-être ils vont prendre quelques heures pour aller faire du ski de fond et après revenir. Ils vont commencer plus tôt, faire du ski de fond au milieu de la journée, puis après revenir par la suite. Alors, on essaie de garder ça, garder une qualité de vie dans notre travail. Il y a Chantal Dagenet qui demandait si le quinoa se ressème si on le laisse au champ. J'ai jamais eu un grand problème avec ça. Je pense que ça pourrait se ressemer, mais oui, ça peut se ressemer. Mais c'est pas quelque chose que j'ai eu un grand problème jusqu'à d'alors. Je n'ai pas une super réponse pour ça, malheureusement. Il n'y a pas de problème. Il y a Anne Tivierge qui nous mentionne qu'elle a déjà semé des semences de poivrons rouges, puis les piments de ses plants étaient verts. Est-ce que c'est normal? Peut-être qu'ils sont verts au début, là, puis ensuite ils deviennent rouges, c'est ça? C'est comme des tomates, ils commencent verts, puis par la suite, ils deviennent rouges. Et c'est ça le défi un peu avec notre climat au Québec, c'est souvent, on peut avoir des poivrons verts, comme pour les poivrons. Pour les piments forts, il y a beaucoup de succès à avoir des variétés qui réussissent à maturer, à avoir une belle couleur dans cet été. Mais les poivrons doux, il y en a surtout les plus gros, c'est souvent, ils commencent à mûrir deuxième, troisième semaine de septembre. Puis là, ça dépend quand le gel va arriver. Alors, un peu de protection peut les finir, les faire couleur, changer de couleur. Mais si tu récoltes vert, ils ne vont pas changer de couleur. Alors, il faut les laisser sur le plant. Puis, il y a certaines variétés qui sont plus hâtives, comme il y a une variété, le poivron Doe Hill, que normalement, on l'a, mais on n'a pas cette année. Mais je sais que d'autres semencières l'ont. En fait, c'est Patrice de Jardin de Kamouraska qui m'a introduit cette variété-là. Mais c'est un poivron qui est assez hâtif, puis fait des poivrons belles, ronds de même, qui sont orangés, jaunes, puis sont délicieux. Combien de temps on peut gagner quand on transplante dehors sous un petit tunnel sans serre? Oh, alors, tu peux gagner beaucoup de temps, surtout si tu peux gagner, disons, 4-5 semaines. Ça dépend de la taille. Ouais, le tunnel fait deux choses. Un, ça réchauffe le terre plus vite. Et la deuxième chose, c'est que tu évites des gels la nuit. Comme ça réchauffe pour la nuit. Et alors, tu peux facilement avoir 2-3 semaines plus tôt sous un tunnel que tu aurais autrement. Si tu es vraiment comme tu aimes beaucoup jardiner, ça vaut la peine de faire des essais avec tes tunnels. Parfait. Ben, c'était la dernière question. Daniel, je te remercie beaucoup pour ta présentation. Je t'ai déjà dit à quel point j'ai apprécié ta présentation. Je pense que tous les participants et participantes aussi ont apprécié. Merci aussi d'avoir pris le temps de répondre à leurs questions.
Je te remercie. Donc, veux-tu un petit dernier mot de la fin avant qu'on se quitte ce soir? Je te remercie de m'avoir écouté. Puis, comme souvent, vous êtes ici comme parce que vous êtes vous aimez beaucoup jardiner. Puis, je vous encouragerais, comme c'est toujours fun d'acheter des semences du Québec, mais je vous encouragerais beaucoup d'essayer de conserver certaines des variétés parce que c'est comme ça que les variétés vont se propager. Puis, c'est quelque chose que vous allez découvrir un autre aspect du plan si vous conservez la semence. Alors ça, je vous encourage de choisir une culture. Les tomates, c'est souvent ce qui est le plus facile, mais les haricots aussi, c'est assez facile. Puis conserve quelque chose. Puis c'est pas nécessaire que tu penses que tu vas garder cette semence-là pour 10 générations. Ça, c'est pas important. Juste, tu commences avec une année. Puis, non, ce seraient mes derniers mots. Merci beaucoup. Parfait. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Vous pouvez nous suivre, comme je vous ai dit, demain. On a une journée complète. Il y a 3 foires aux questions, puis une autre conférence, une table ronde de fermeture en soirée. Donc, on vous attend en grand nombre. Bonne soirée tout le monde. Merci.